Herzl, Vie et destin. Théodore Herzl, Vie et destin, une série proposée par Philippe Bocara, présentée par Shlomo Malka, collaboration Paul-Henriette Lévy, une série réalisée avec le concours du Fonds Pincus. Réalisation technique, Patrick Elbaz. Philippe Bocara, bonjour. Nous entrons dans la 5e et dernière semaine de notre feuilleton Théodore Herzl, Vie et destin. Nous sommes en 1903. Théodore Herzl a 43 ans. Il voyage beaucoup. Il voyage pour faire avancer ses projets sionistes. La semaine dernière, on a vu ses voyages à Londres, en Turquie, à Londres. Et cette semaine, aujourd'hui en tout cas, on va parler de son voyage en Russie. Le leader sioniste avait été informé d'un ordre secret du ministère russe de l'Intérieur qui enjoignait, qui interdisait plus exactement aux Juifs toute réunion ou collecte d'argent sioniste à l'intérieur du pays. Et Théodore Herzl va donc pour essayer de lever cette interdiction. Voilà, dès le départ, l'organisation sioniste a eu beaucoup de mal à s'implanter en Russie, et du point de vue des autorités, c'était pourtant là la base naturelle du mouvement, où il y avait le plus grand nombre de juifs et où le niveau de sympathie, de mobilisation pour le sionisme était le plus fort, mais les autorités, évidemment, avaient instauré un régime qui n'était pas du tout un régime libéral, et le sionisme, par la force des choses, avait une forte coloration libérale, malgré toute sa prudence. Même les notables sionistes les plus modérés étaient perçus par le régime comme étant des opposants. Et donc, la motif immédiat de la visite de Herzl, ça a été d'essayer d'obtenir que soit levée cette interdiction, ces restrictions à l'activité sioniste. Maintenant, il y a une autre circonstance tout à fait dramatique qui explique aussi son voyage. C'est le pogrom de Kishinev. À Pessah 1903 a lieu le premier des grands pogroms du XXe siècle. 45 juifs sont tués, 600 juifs sont grièvement blessés, 1500 maisons juives sont détruites dans cette ville de Kishinev, sur laquelle Bialik a écrit un terrible poème nécrologique sur ces juifs tués. Ça a été une des dates importantes de l'histoire sioniste. Le fameux poème Be'ir HaHarega, dans la ville des massacres. Exactement, et Herzl a fait des démarches, a écrit aux autorités russes au nom du mouvement sioniste pour leur demander de changer d'attitude par rapport à la violence antisémite, puisque vous savez bien que les autorités encourageaient discrètement la violence antisémite et les autorités ne lui ont pas répondu. Donc voilà un motif supplémentaire pour Herzl de se rendre à Moscou et d'essayer de contacter ces gens et de faire des démarches auprès d'eux. On peut dire que les contacts avec le ministre Plève, le ministre de l'Intérieur Plève et le ministre des Finances Witt ont été plutôt bons, et Herzl les a plutôt surpris parce que le sens général de sa démarche était de leur dire: nous ne nous intéressons absolument pas à la vie politique russe, notre problème n'est pas du tout de changer la situation sur place et de réformer la société russe dans un sens subversif. Si vous nous octroyez ce que nous demandons, une liberté d'action par rapport à la Palestine, nous vous garantissons de rester tout à fait neutre dans les affaires intérieures de la Russie. Voilà l'engagement schématiquement que Herzl leur a tenu et leur a proposé, et donc les autorités russes l'ont plutôt bien reçu. Reste à savoir évidemment ce que les sionistes russes, eux, ont pensé de cet engagement. Voyage donc en Russie de Théodore Herzl, et à Saint-Pétersbourg, il voit le ministre de l'Intérieur, von Plève, et qui lui promet un certain nombre de choses. Eh bien, le ministre Plève accepte de signer une déclaration d'encouragement au mouvement sioniste russe. Il dit même que cette déclaration a été approuvée par le tsar, mais la contrepartie, évidemment, c'est que les juifs sionistes
s'occupe essentiellement d'émigration, d'encourager l'émigration juive. Et on comprend bien que pour des dirigeants nettement antisémites, l'émigration juive était quelque chose qui les intéressait. Mais évidemment, une telle démarche était absolument pas recevable du point de vue des sionistes russes. Les sionistes russes, eux, évidemment, étaient partisans de l'immigration, mais ils étaient aussi des gens extrêmement préoccupés de la vie juive sur place, de la vie des communautés, et entre autres choses, de soulager la détresse immédiate des juifs. Donc il y avait une espèce de dialogue de sourds là, et Herzl a été un peu plus loin qu'il ne pouvait raisonnablement aller dans ses engagements, et il va y avoir un malentendu curieux qui va bien montrer que Herzl connaissait encore mal, même à la fin de sa vie, les sionistes russes. C'est quelques semaines plus tard, à son retour du voyage en Russie, Herzl va rencontrer un des principaux dirigeants socialistes juifs de Russie, qui s'appelle Chaim Chitlovsky. Ça va être dans les coulisses du congrès sioniste dont nous allons longuement parler, le congrès où aura lieu le grand débat sur l'Ouganda. Et Chaim Chitlovsky est venu là en tant que journaliste pour observer le congrès. Et on a dit à Herzl que cet homme-là était un chef révolutionnaire important, et que donc s'il arrivait à le convaincre de cesser ses activités hostiles au tsar, et il pourrait enfin réaliser les promesses qu'il a faites aux autorités russes. Et donc il rencontre discrètement Chaim Chitlovsky dans un hôtel, et il lui dit, et Chaim Chitlovsky, c'est bien vous qui êtes le chef du Bund, de l'organisation révolutionnaire dont le gouvernement russe a tellement peur. Et Chitlovsky lui dit, non, pas du tout, je ne suis pas le chef du Bund, moi je suis membre du Parti socialiste révolutionnaire russe, et si vous voulez rencontrer les gens du Bund, je peux vous amener à eux, mais ce n'est pas moi leur chef. Et Herzl s'était même donc trompé sur la personne, et c'est Chitlovsky qui a dû lui expliquer en détail pourquoi est-ce que les Juifs étaient dans des proportions si grandes, actifs, présents dans les mouvements révolutionnaires, que ce n'était pas simplement sur de bonnes paroles du gouvernement russe qu'on pouvait convaincre les Juifs russes de cesser toute activité hostile. Alors il y a tout de même un moment important dans ce voyage en Russie, c'est la visite à Vilna. C'est une ville qu'il va voir pour connaître de près les conditions de vie du judaïsme russe. Et là, il va y avoir une expérience extraordinaire parce qu'il va être accueilli par des ovations enthousiastes de la part de la population. Oui, Vilna, il faut se remémorer cette ville qu'on appelait la Jérusalem de Lituanie, à la limite de l'Empire russe, qui était vraiment peut-être le centre juif qualitativement le plus important du monde à cette époque. C'est une ville où les juifs étaient probablement majoritaires, ou en tout cas il y avait un niveau de culture juive peut-être inégalé dans l'histoire juive. Il y avait un bouillonnement intellectuel dans tous les courants, aussi bien dans les courants religieux, traditionnels, orthodoxes, que dans les courants plus modernes. Il y avait là toute la gamme des partis juifs, et il y avait une très forte présence socialiste juive. Les socialistes juifs de la ville étaient plutôt mal disposés à l'égard de Herzl, d'autant plus qu'à Saint-Pétersbourg, il avait participé à un banquet sioniste dans laquelle il avait dit publiquement déjà qu'il fallait dissocier le mouvement sioniste du combat socialiste contre le régime tsariste. Ça avait été très mal reçu par les socialistes juifs de Vilna, et cependant la foule juive va réserver un accueil tout à fait extraordinaire à Herzl. La foule juive de Vilna descend dans les rues et il va l'acclamer comme un roi. Va l'acclamer comme un roi. La police a très peur de ne pas contrôler la situation, et elle va donc interdire toute réunion publique. Elle va écouter les conversations téléphoniques de Herzl, elle va lui interdire de se rendre à la grande synagogue comme il en avait l'intention, elle va empêcher une visite au quartier juif, elle va empêcher à peu près tout, elle va empêcher le grand banquet qui était projeté, et malgré tout Herzl va pouvoir rencontrer en chair et en os les Juifs de Vilna au centre communautaire. Et là, il va y avoir une petite cérémonie très émouvante où on va lui remettre un parchemin hébraïque qui est une espèce d'adresse des Juifs de Vilna, le remerciant pour ce qu'il a fait pour le peuple juif. Il faut dire que Herzl s'est toujours plaint de sa solitude, de l'ingratitude de ses amis, de l'ingratitude du peuple juif en général et des militants sionistes en particulier par rapport à son rôle personnel. Et là, on peut dire que s'il y a une occasion dans sa vie où il a été gratifié pour ce qu'il avait fait, c'était bien au cours de cette rencontre avec les Juifs de Vilna. Un des rabbins les plus éminents de la ville, le Reb Shleimele, va dire la bénédiction des Kohanim en son honneur, et on va lui faire cadeau d'une petite Torah portative qu'il va emmener avec lui, don de la communauté juive de Vilna. Herzl écrit dans son journal qu'il a retenu ses larmes à ce moment
parce qu'il pensait aux journalistes qui étaient présents et qui allaient rendre compte de ce voyage, et qu'il tenait toujours à la façon dont les non-juifs et dont l'opinion publique allaient percevoir tous ces événements. Alors il y a un autre épisode qui se passe pendant ce séjour à Vilno, c'est un banquet. Il va recevoir un document du gouvernement britannique à ce moment-là, l'informant de l'offre de l'Ouganda. Voilà, les événements se télescopent très rapidement. Nous sommes dans les quelques semaines qui précèdent le congrès sioniste. Donc l'offre britannique d'un territoire en Afrique arrive juste à ce moment-là. La déclaration du ministre du ministre Plève et du ministre Witt favorable au sionisme arrive aussi à ce moment-là, juste avant l'ouverture du congrès sioniste. Mais il y a un épisode très émouvant que nous devons encore relater concernant cette visite de Herzl à Vilno. C'est un banquet secret qui va être donné en son honneur, puisque les banquets publics ont été interdits à Verco, qui est une petite bourgade, un petit shtetl à 8 km de Vilno. Et Herzl va dans la maison où on l'a invité, et en passant, il voit des maisons tout à fait misérables dans lesquelles habite la population juive pauvre. Et là, il a pas pu retenir ses larmes. Bon, là, il n'y avait pas les journalistes, mais ça a été aussi quelque chose de bouleversant pour lui, le premier contact visuel et physique direct avec la pauvreté juive massive telle qu'elle existait en Europe de l'Est. Et il offre des pièces d'or à un juif pauvre, et celui-ci refuse ces pièces. Il lui dit ce qui m'a rendu le plus heureux, c'est d'avoir vu Herzl. Et puis il y a un groupe de jeunes gens de Vilno qui est allé à pied jusqu'à cette petite bourgade pour le voir et pour l'entendre pendant ce banquet. Et ils chantent des chants hébreux, ils portent un toast au futur règne du roi Herzl. Et en fait, alors à 1h du matin, Herzl rentre dans sa chambre d'hôtel et part pour la gare. Et on est en pleine nuit, et là, à 1h du matin, toute la ville est réveillée, et tous les juifs de la ville sont descendus dans la rue pour l'accompagner à son départ. Ils sont sur les balcons ou dans les rues, et à la gare, il y a une telle cohue que la police a matraqué la foule qui voulait saluer Herzl. Seul un certain nombre de juifs ont pu entrer dans la gare en étant des passagers avec bagages dans cette catégorie-là. Et Herzl essaie à tout prix d'éviter un incident. Donc il se fait le plus discret possible pour partir. Il dit qu'il veut éviter que un juif quelconque ait à souffrir de son passage à Vilno. Et la dernière phrase qu'il leur dit avant de quitter, c'est: messieurs, ne perdez pas courage. Les temps meilleurs arrivent, ils doivent arriver. C'est à cela que nous travaillons. C'était Théodore Herzl, Vie et Destin. Une série qui vous est proposée par Philippe Boucara. À demain.